Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie qui va nous partager son témoignage de retour en France après une expatriation de plus de 20 ans en Angleterre, une carrière dans l'enseignement et un retour qui s'est vécu avec 2 enfants et un conjoint étranger non francophone. Bienvenue, merci d'être avec nous et puis on va pouvoir commencer à échanger ensemble pour en savoir plus sur toi et comment ça s'est passé pour vous. Je te laisse te présenter en 3 mots pour qu'on puisse te découvrir et découvrir ton parcours. Merci Magali. Moi, c'est Valérie. Alors, 3 mots, c'est assez difficile pour décrire une personne. En premier lieu, je dirais famille. Je suis une personne qui adore sa famille, mes enfants, mon mari, ma mère. J'ai une famille qui est assez petite maintenant et du coup, ce sont des personnes qui sont vraiment primordiales pour moi. En deuxième lieu, je dirais prof parce que c'est mon métier de passion que je fais depuis plus de 20 ans maintenant, que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petite. Et en dernier, je dirais intuitive, malgré le fait que j'ai la tête bien sur les épaules. J'ai tendance à faire confiance à mon gut feeling, à mon intérieur personnel par rapport aux grandes décisions que l'on doit prendre dans la vie. Merci. Est-ce que, peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de nous dire, est-ce que c'était une intuition pour toi de rentrer en France et tu l'as suivi et ça s'est réalisé? C'était un ensemble de circonstances pour moi, le retour en France. Alors oui, il y avait cette petite boule au ventre qui commençait à me titiller. De fait, l'Angleterre n'était peut-être plus la meilleure place pour moi. Il y avait aussi la santé déclinante de ma maman qui m'inquiétait parce que je suis la seule fille et qu'elle est en France et moi je suis au Royaume-Uni, même si on n'est pas très loin. S'il y a des situations difficiles, ça peut être compliqué. Il y avait bien évidemment la situation du Brexit qui a causé pas mal de problèmes pour les gens qui ne sont pas britanniques. Et un ras-le-bol général aussi de l'Angleterre, des situations de l'Angleterre par rapport à la politique, par rapport à l'économie. Donc c'était un ensemble. J'avais aussi besoin, je pense, de me ressourcer, de revenir de là où je viens. Et travaillant dans l'enseignement, je voyais que l'enseignement pour mes enfants en Angleterre ne serait pas l'idéal. Donc je voulais aussi faire un retour par rapport à ça. Merci pour ces premiers mots. En fait, j'aime bien, avant de parler du retour en France, qu'on comprenne un petit peu la situation qui t'a poussé, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger et en Angleterre? Donc peut-être est-ce que tu veux nous dire, voilà, comment ça s'était passé pour toi et qu'est-ce qui t'a poussé à aller t'installer là-bas? J'ai toujours voulu être professeur. Ça, c'était sûr, c'était certain. J'ai fait une fac d'anglais sur Brest et pendant ma deuxième année, il y a une personne de l'université de Plymouth qui est venue démarcher parce qu'il manquait cruellement de professeurs en Angleterre. La situation était plutôt alléchante. On nous payait la formation, on était formés en une année et ça me paraissait logique. Il y avait 3 mois à l'université pour apprendre la théorie. Et après, on était placés dans 2 écoles différentes pour pratiquer. On avait un tuteur qui nous suivait, qui nous coachait en permanence. Et vu la situation en Angleterre, il y avait des postes à pourvoir. Donc, j'ai mis en hiatus pendant 1 an parce que je suis partie testing the waters, comme on dit. Je suis partie voir comment c'était là-bas en étant assistante de français dans une école là-bas, tout d'abord. Et ça m'a plu. Et du coup, j'ai signé pour ça. J'ai fait ma formation en 1 an et je suis devenue prof. J'ai été employée directement dans la dernière école dans laquelle où j'étais placée. Ça a commencé comme ça, quoi. En fait, le fait d'être prof en Angleterre était plus facile d'accès pour moi que d'être prof en France et de passer le CAPES qui est toujours très très difficile en tant que diplôme. Et je trouvais que les manières dont on formait les profs en France n'étaient pas encore optimum par rapport à ce qu'on nous offrait en Angleterre. Alors, qu'est-ce qui se passe en quelques mots pendant 20 ans pour toi
en Angleterre? Parce qu'il s'en est passé des choses. Tu es devenue maman, tu t'es mariée, etc. Est-ce que tu veux nous raconter? Alors, le début, c'était une école très difficile dans l'est de Londres, mais il y avait une équipe qui était tellement sympa que j'y suis restée à peu près 10 ans. Il faut savoir que les écoles en Angleterre, ça fonctionne un peu comme des entreprises, pas comme en France où l'État vous place dans différents établissements. Là-bas, on postule pour être prof dans certains établissements. Il y a des offres, des petites annonces et ainsi de suite. On passe un entretien, on enseigne une leçon et puis on est embauché ou non. Donc, j'ai fait 10 ans dans ma première école où j'ai commencé tout simplement comme prof de français, langue étrangère. Après, j'ai commencé à prendre des responsabilités au bout de 2 ans. Je suis devenue chef de l'aide aux devoirs. Et après, j'ai commencé à enseigner l'espagnol aussi. Et finalement, j'ai voulu évoluer un petit peu et prendre du galon, on va dire. Donc, j'ai changé d'établissement et je suis devenue adjointe du chef de département. Je suis restée dans cette deuxième école à peu près 4-5 ans. Quand j'étais dans cette école que je suis tombée enceinte de mon fils. Et finalement, j'ai fait une dernière école où là, j'ai encore pris un peu de galon. J'ai fait chef de département de langue cette fois-ci. J'étais plus proche de la maison aussi. C'était pratique pour moi au niveau kilométrique. Et c'était une carrière très intéressante pour moi parce que j'ai progressé à mon allure. Les salaires à l'époque étaient excellents aussi quand j'ai commencé par rapport au coût de la vie. C'était fantastique de ce côté-là, quoi. On vivait très bien avec les salaires. Après, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis partie, malgré que le salaire était très bon sur la fin de ma carrière, ça ne payait plus les factures, en fait. On ne pouvait plus payer la maison, on avait du mal à payer les factures, et ça faisait peur. En plus, on voyait la fin de notre prêt immobilier arriver. Il aurait fallu renouveler un prêt immobilier avec la conjecture économique à l'époque. On aurait dû payer beaucoup plus encore pour le prêt immobilier et puis on s'en serait pas sorti en fait. Ça devenait une angoisse pour moi comme pour mon mari. Donc beaucoup de choses, oui, j'ai eu 2 enfants, je me suis mariée et une progression professionnelle qui a été assez rapide mais voulue et appréciée, on va dire. Et alors, donc, tu as mentionné déjà certaines raisons qui t'ont poussé à rentrer. Qu'est-ce qui dit ton conjoint qui n'est pas français quand tu lui dis, OK, ben là, on peut plus rester ici. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment vous abordez ce sujet? C'est un sujet dont on parlait déjà un petit peu ensemble, pas autant de déménager en France, mais quand on venait l'été pour rendre visite à ma mère, on passait facilement 3 semaines, un mois, et mon conjoint, il voyait, ah oui, les services publics sont pas mal quand même, hein. Et puis au niveau médical, les enfants sont bien soignés. Donc il s'intéressait à la politique française, il s'intéressait un petit peu comment ça se passe pour ceci, pour cela. Donc il n'était pas réfractaire à un déménagement. Après, quand on en a discuté tous les deux, moi lui exposant la situation avec la santé de ma mère, plus l'éducation des enfants, plus notre situation financière à l'époque, pour nous, c'est devenu quelque chose, pas d'obligatoire, mais de naturel, en fait, d'aller chercher mieux ailleurs. Et j'ai beaucoup de chance, mon mari est très compréhensif et malgré le fait qu'il ne parle pas français ou très peu, il a dit, OK, on y va. Et c'est parti comme ça. On est rentré de vacances à la fin du mois d'août et je lui ai dit, je mets la maison en vente. Il me dit, OK, vas-y. Et la maison était vendue au mois de décembre et puis on était de retour en France au mois de décembre. Ça a été super rapide. Et avec du recul, je vois que c'était la bonne décision, le bon moment parce que maintenant, c'est très dur de vendre en Angleterre et on n'aurait peut-être pas eu le prix qu'on aurait voulu et on aurait dû faire encore une année de plus minimum en Angleterre et en fait, ça nous aurait miné tous les deux, je pense. Et c'était le bon moment pour les enfants, ils étaient encore en école primaire, donc le déracinement n'était pas trop, trop difficile encore. Action, réaction, on y va, ça se fait assez rapidement. Est-ce que tu te souviens un petit peu de dans quel état d'esprit tu es et vous êtes, la famille, quand vous êtes en train de préparer tout ça? C'est moi la tête pensante, on va dire, donc c'est moi qui me fais le plus de sang d'encre. Mon mari, il est plutôt content de suivre. Je lui dis, bah on fait ça, d'accord, bon on fait ça, d'accord. Et quand on a su que la maison était vendue en une semaine, et là ça nous est tombé dessus que ok, bah on part. Bon, il faut trouver une entreprise de déménagement, il faut qu'on commence à emballer les choses, il faut qu'on voit où est-ce qu'on atterrit en France, qu'est-ce qu'on fait en France, comment on s'y met, comment on inscrit les enfants à l'école. Et le processus s'est mis en route et j'ai commencé à faire ma liste de choses à faire petit à petit. Et voilà quoi. Jusqu'au dernier moment, on était en train d'empaqueter des cartons. C'est vrai qu'on l'a fait en l'espace de 3 mois, quoi, cette préparation.
Mais comme on y avait pensé auparavant et que j'avais échangé avec toi-même, avec ma mère, avec des membres de la famille, j'étais, on va pas dire sereine, mais j'étais à peu près tranquille d'esprit. Le plan était clairement défini, les différentes étapes étaient bien posées. Est-ce que tu avais des inquiétudes quand tu étais encore en Angleterre par rapport à ce changement de vie aussi grand et par rapport à cette nouvelle vie qui vous attendait en France? J'avais des inquiétudes, pas autant pour moi, en premier lieu pour mon mari qui ne parle pas français ou très peu. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer? Est-ce qu'il va pouvoir trouver du travail? Est-ce que ça va lui plaire? Mine de rien. Et par rapport aux enfants, c'était ma deuxième inquiétude parce que je les déracine un petit peu quand même. Ils vont partir loin de leurs copains et copines. Certes, ils sont jeunes, mais dans ma tête de prof, c'est eh ben, mais la grammaire française, c'est difficile et la conjugaison, c'est difficile. Et puis, ils n'ont pas appris à écrire à la mode française avec les majuscules et tout attaché et ainsi de suite. Donc ça m'inquiétait. Le reste, j'étais assez zen. Ça s'est pas forcément passé tout exactement comme je voulais. Voilà, c'était les inquiétudes principales. Trouver du travail, je m'inquiétais pas parce que dans ma tête, c'était je travaillerais quoi que ce soit, même si je travaille à McDo au début, le temps de trouver quelque chose de mieux, je le ferai, c'est pas un souci. Mon mari était dans la même optique aussi. Donc des inquiétudes, on en a tous, hein, je pense, parce que c'est un saut dans le vide un petit peu. Même on a beau se préparer, c'est quand même une grande décision de revenir chez soi, entre guillemets, pour moi, alors que mon mari, c'est une autre expatriation encore pour lui. Mais après, de ce que je vois, vous étiez quand même assez flexible dans ce nouveau projet de vie. Donc, il y avait quand même des grandes lignes, mais il y avait quand même cette flexibilité qui vous permettait, ou peut-être que c'est ça où tu t'es dit, toi, bon, bah, c'est tout, je sais que je vais retomber sur mes pattes parce que je suis flexible, parce que je suis ouverte à aller travailler, voilà, ici au début, et puis peut-être à changer, etc. Peut-être que c'est ça qui vous a aidé aussi. Oui, je pense qu'il faut avoir un état d'esprit assez ouvert quand on revient d'expatriation, parce que tout ne va pas nécessairement se passer comme on l'a prévu. Plus on se prépare, mieux c'est sûr, mais les choses ne sont jamais comme on veut qu'elles soient. Donc, il faut être ouvert et attentif aux possibilités et se dire, bah, je trouverai peut-être pas du travail tout de suite, mais c'est pas grave. Je vais pas m'inquiéter. Là, on s'est posé chez ma mère pendant quelques mois, le temps qu'on arrive pour trouver un logement et tout ça. Donc, j'avais un logement. J'avais un petit peu de sous sur le compte parce qu'on avait vendu la maison en Angleterre. Donc, immédiatement, je panique pas. Je prends mon temps et puis je commence à mettre les choses en place petit à petit au fur et à mesure selon ce qui arrive. Ok, alors la priorité, c'est les enfants. On va les inscrire à l'école, ils vont commencer début janvier. Il faut qu'ils visitent leur école avant de commencer en janvier. Ça, c'était la priorité pour nous. Après, c'était trouver du travail. Non, pardon, faire un CV en français, pour moi comme pour mon conjoint, et trouver du travail. Et puis après, finalement, la dernière étape, c'était nous trouver un logement pour libérer la maison de ma mère aussi et puis être chez nous en famille aussi. Donc oui, flexible, oui, mais planifier, aller selon les choses qui se passent. Ouais, merci de préciser ça. C'est important de se préparer, mais on ne peut pas tout maîtriser. Des imprévus, il y en a toujours dans la vie. C'est ça, la vie. Voilà. Être en capacité, comme tu dis, de naviguer avec ces imprévus et puis de les surmonter ou de les contourner. Voilà, avec cette ouverture d'esprit, avec cette flexibilité, avec l'aide qu'on peut recevoir aussi des autres. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi et pour la famille, le fait d'aller vivre chez ta mère, de toi retrouver ta mère en tant que fille unique et puis de vivre tous ensemble? Ah oui, alors pas très évident. Chez ma mère, c'est pas très grand. Il y a 2 chambres, donc il y a la chambre de ma mère et une autre chambre. Donc déjà, où est-ce qu'on case les enfants? Donc on a aménagé la cave. Il y avait déjà une petite pièce dans la cave. On a aménagé, on a mis des matelas et tout ça. Et les enfants, bah, ils ont logé là pendant le temps qu'on était chez ma mère. Comme je t'ai dit, on a eu la chance, il n'a pas fait trop froid pendant l'hiver. Donc ils ont pas eu à se plaindre ou quoi que ce soit. C'était petit, donc on a senti qu'on se marchait un peu sur les pieds de temps en temps. Et puis c'est vrai que j'étais pas revenue vivre à la maison depuis très longtemps et que c'est pas évident quand on est une femme mariée avec 2 enfants de se trouver chez sa mère qui vous impose des règles parce qu'on est chez elle, c'est logique. Donc on s'est un petit peu marché sur les pieds de temps en temps, mais on a trouvé des solutions assez rapides, à savoir quand on sentait que la cocotte bouillait un petit peu trop, eh ben on partait se promener, on sortait, on allait découvrir des nouveaux coins de Bretagne avec les enfants. Comme ça donnait l'occasion à tout le monde de souffler un petit peu. La difficulté qu'on a eue principalement,
c'est l'administration. J'y suis toujours. Pour commencer, ça a été trouver un logement qui a été très difficile. Revenant d'expatriation, en fait, personne ne voulait nous louer de logement. Malgré les feuilles de paye, c'était des feuilles de paye britanniques, donc aucune garantie. Donc ça, c'était difficile. Après, on est passé par les banques pour essayer de faire un achat immobilier. Alors, ma banque à moi, qui m'avait accueilli les bras ouverts quand je suis rentrée avec l'argent de la vente de la maison, qui m'avait promis, mais oui, madame, pas de problème, vous aurez un prêt immobilier. Bah, finalement, j'avais pas d'emploi immédiatement, donc non, pas de prêt immobilier. Ok. Début février, j'ai décroché un emploi dans une école. J'ai fait prof d'anglais, j'ai remplacé quelqu'un qui était parti. Je suis restée, j'avais signé jusqu'au mois d'août, la fin du mois d'août, donc j'ai un CDD. Mon mari, début mars, trouve un emploi dans un camping international, en CDD aussi. Je retourne à la banque et la banque me dit toujours non parce qu'il faut un CDI. Sauf que le CDI, ben, c'est pas pour tout de suite. Et j'ai de la chance, mon directeur à l'époque me dit, je vous fais une promesse de CDI, je vous l'écris, je vous fais une lettre, vous pourrez le présenter à la banque, ce que je fais. La banque refuse toujours le prêt immobilier parce que le CDI n'est pas commencé. Il faudra attendre que le CDI soit commencé pour qu'on puisse commencer des démarches d'immobilier. Et là, je me dis septembre. Oh, c'est loin. Est-ce que ça va être possible ou non? Parce que ça devient difficile un petit peu. Et en fait, je suis passée par une personne qui m'a conseillé, une personne qui m'a conseillé, une personne. On est passé par une courtière. En fait, je suis passée par une plateforme qui s'appelle Teamzy, qui malheureusement s'est fermée maintenant. Et là, c'est les banques. Vous mettez votre dossier sur la plateforme, les banques vous contactent et ils font du cas par cas. Et ils ont réalisé qu'effectivement, c'était idiot. Nous, on demandait 50 000 euros et on avait quand même 170 000 euros d'apport. Et ils ont trouvé que c'était idiot de ne pas faire un prêt immobilier à ce niveau-là. Donc voilà, et maintenant on s'est retrouvé avec un prêt immobilier. Et puis on a trouvé la maison de nos rêves à 5 minutes de chez ma maman, à 5 minutes de l'école des enfants, donc ils peuvent y aller à pied, et à 5 minutes du supermarché le plus proche, donc on peut tout faire à pied en fait. On n'est pas loin de la voie express, donc ça me permet d'aller au travail plus rapidement que la normale. Mon mari est pas loin de son travail aussi. Tout s'est combiné en un laps de temps très court. C'était 2 mois, le mois de mai-juin, c'était 2 mois assez stressants parce qu'il fallait les dossiers, compléter les papiers et tout ça. Mais au final, fin juillet, on a emménagé chez nous. Ça, c'était l'année dernière. Voilà. Combien de temps après être rentré en France, vous avez acheté la maison? Officiellement, on a eu les clés le 25 juillet 2023 et on était rentré en décembre 2022. Ouais, donc c'était quand même assez rapide. Ouais, ouais, ouais. On est rentré en décembre 2022. J'ai trouvé du travail en février 2023, mon mari en mars 2023. Lui ne s'est jamais arrêté parce qu'ils lui ont signé CDD sur CDD sur CDD. Donc là, ça va faire 3 CDD. Normalement, il doit obtenir un CDI au mois de septembre. Et moi, je suis passée en contrat avec le ministère de l'Agriculture depuis septembre. Donc, je reste dans le même établissement et Félicitations à tous les deux pour cette carrière qui reprend, enfin qui débute ou reprend en France. Est-ce que tu peux nous parler justement, si on a des enseignants qui écoutent cet épisode, peut-être la différence de peut-être la pédagogie que vous utilisez ou les méthodologies liées à l'enseignement que tu peux peut-être comparer ou évoquer en tout cas entre l'Angleterre et la France? la première chose qui m'a fait bizarre quand j'ai commencé, j'étais à temps partiel, je faisais 12 heures par semaine, ce qui n'est pas grand-chose. Mais la première chose qui m'a fait bizarre, c'est de pouvoir partir quand j'avais pas cours. Parce qu'en Angleterre, quand on commence à 8h15, on est là de 8h15 jusqu'à le minimum 4h30 l'après-midi. On n'a pas le droit de partir. Si jamais il y a un prof qui est absent, ben, c'est souvent les profs qui s'occupent de prendre les classes des profs qui sont absents. Alors qu'en France, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, mais si on n'a pas cours, on n'a pas besoin d'être là, pas nécessairement. Du coup, déjà, quand je prenais la voiture pour rentrer à la maison parce que j'avais pas d'heure de cours, je me sentais comme fautive. Je regardais derrière moi pour voir s'il y avait quelqu'un qui venait me chercher pour aller faire quoi que ce soit. Donc ça me faisait très bizarre. Au niveau pédagogique, la France est beaucoup plus libre, on va dire, au niveau de la pédagogie que le prof décide de mettre en place dans sa classe, alors qu'en Angleterre, c'est assez prescriptif. Donc en Angleterre, moi, quand j'étais chef de département, j'établissais le plan d'études pour l'année, pour, mettons, les 6e, les 5e, les 4e, les choses qu'il fallait absolument voir, les différentes... Et puis, il fallait s'en tenir, parce que si jamais les élèves changeaient de classe pour X raisons,
Il fallait qu'ils puissent suivre dans l'autre classe, donc qu'ils n'aient pas de l'avance, qu'ils n'aient pas de retard ou qu'ils ne voient pas quelque chose de complètement différent. Donc il y a des avantages de ce côté-là. La France est plus libre au niveau pédagogique de ce côté-là aussi. Les horaires sont différentes. Après, c'est la situation un peu différente pour moi, c'est de l'enseignement agricole, donc il y a beaucoup de stages, alors qu'en Angleterre, c'était du général. Les élèves sont similaires, ils ont les mêmes problèmes et je peux apporter mes connaissances personnelles parce que nous, on est vachement formés en Angleterre par rapport aux difficultés des élèves émotionnelles, développementales, les problèmes sociaux et ainsi de suite. On est formé à détecter ce genre de problèmes en fait et à les rapporter immédiatement pour résoudre les choses aussi rapidement que possible. Et de ce côté-là, en France, on n'est pas très bon. J'ai remarqué ça parce que dès les 2 premières semaines que j'étais là, j'ai repéré certains élèves en difficulté déjà qu'il a fallu ensuite référer à des psychologues scolaires. Donc de ce côté-là, j'apporte ma pierre à l'édifice, on va dire. Moi, je suis professeure d'anglais du coup maintenant. Donc j'enseigne l'anglais de la 4e jusqu'au BTS, ce qui est assez vaste. C'est intéressant parce que c'est un public tellement différent aussi dans l'agricole. Il faut arriver à les capter. La plupart de ces enfants, ils n'ont pas envie d'apprendre l'anglais. Ils ne voient pas le but d'apprendre l'anglais. Donc on essaie de les mettre en situation au maximum et je dois dire que tout se passe bien, ma foi. Comment ça s'est passé ton intégration dans l'établissement avec tes collègues? Au début, je pense que mes collègues ont pensé que j'étais là juste pour faire un remplacement et qu'ils ne me reverront pas à la rentrée. Comme ça m'intéressait, et puis ils m'ont vu à la rentrée. Après, j'ai commencé à échanger avec eux, à leur partager des ressources que j'utilisais. Et puis maintenant, on est une bonne petite équipe, quoi. Ça se passe bien avec tous les profs de langue. On a développé une cohésion entre nous et puis on s'aide beaucoup mutuellement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ce choix d'être devenu prof en France? Est-ce que tu aurais pu faire aussi autre chose, essayer de faire autre chose? Oui, j'y ai pensé de faire autre chose. Je me voyais toujours utiliser les langues parce que c'est ma formation. Après, refaire un CAPES pour être prof en CAPES, ça aurait été difficile. Le niveau est trop élevé. Je ne pense pas que je l'aurais eu malgré que je parle couramment anglais parce qu'en France, on est encore très bloqué sur le fait qu'il faut remplir des cases et savoir un certain nombre de choses alors qu'on ne les utilisera pas au final. Donc ça, c'était hors de question. Peut-être plus tard, on verra. Ou en concours interne, j'essaierai peut-être. Donc j'ai commencé en tant que contractuelle pour voir aussi si ça me plairait en fait. Hein. Parce que si ça me plaît pas en France, je vais pas faire un métier où j'ai pas envie de me lever le matin pour y aller. Donc, j'ai eu de la chance du fait que ça m'a plu, que l'environnement m'a bien plu. Mon école aussi, c'est une école un peu de rêve. Elle est au milieu des montagnes d'Arrée. Il y a des bois et des forêts partout. Il y a des animaux partout. C'est au contact de la nature. C'est magnifique par là-bas. C'est comparé à mes écoles en Angleterre où on était en pleine ville avec la circulation et la pollution. C'est complètement différent. Mais oui, peut-être envisager de faire un autre travail. Au final, je reste toujours prof. Hein. C'est vraiment mon métier de cœur. Ça a l'avantage que je peux être avec mes enfants pendant les vacances aussi. Faut pas se voiler la face. Ils sont encore petits, mes loulous. J'ai encore besoin de m'occuper d'eux. On verra d'ici quelques années. Mais pour le moment, c'est toujours, voilà, je veux être prof. Et dans mes rêves, en fait, Magali, moi, je voudrais créer une école dans laquelle on enseignerait aux enfants en anglais pour les rendre bilingues dès la naissance. Ben, je te souhaite que cette école, elle voit le jour. Ouais, peut-être, hein, peut-être. Et est-ce que tu veux nous parler de l'insertion professionnelle de ton conjoint en quelques mots? Pour que, voilà, s'il y a des personnes françaises qui rentrent avec un partenaire qui est étranger ou qui est non francophone, peut-être permet de donner des idées ou en tout cas un regard extérieur. Alors, il faut savoir que à l'heure actuelle, il y a encore des aides pour les étrangers pour avoir des cours de français gratuitement. Mon mari est très assidu de ses cours. Il y va tous les mercredis après-midi. Ça dure à peu près 3 heures. Et il a excédé les heures gratuites. Mais en fait, comme il travaille super bien, la prof s'est débrouillée pour qu'il puisse avoir plus d'heures gratuites pour progresser. Donc, il continue avec ça. Il a passé son diplôme à l'université de niveau A2. Son but ultime étant de passer le B2 et de demander la nationalité française. Pour lui, ça simplifiera énormément de choses. Le vocabulaire quotidien, il s'en sort bien. Il entendait déjà pas mal de choses avec moi à la maison en Angleterre quand je parlais aux enfants.
donc il comprend bien. Il se prend la tête avec les conjugaisons, ce qui est tout à fait logique. Et aussi, quand il a commencé dans son travail, les gens ne se rendent pas compte, mais ils utilisent beaucoup de mots familiers ou du verlan. C'est des jeunes, la plupart des gens avec qui il travaille. Et il rentrait le soir, il me demandait, ça veut dire quoi, taf? Ça veut dire quoi, boulot, ça... parce que lui, il avait appris le mot travail, quoi. Donc oui, tous les jours, il apprend des nouvelles expressions. Des jurons aussi, tous les jours, il arrive avec des nouvelles expressions typiques. Ma mère lui a appris aussi quelques expressions bretonnes pour qu'il passe inaperçu, n'est-ce pas? Et le travail qu'il a trouvé, c'est par le biais d'une cousine à moi. Il est parti se présenter dans un camping qui malheureusement n'avait pas de place pour lui. Ils avaient déjà employé leurs saisonniers. Mais on lui a conseillé d'essayer un autre camping un petit peu plus haut de gamme. On s'est présenté, on a donné le CV, il a passé un entretien en anglais parce que c'est un camping international. Tout s'est bien passé et puis il a été embauché immédiatement. Donc ça a été rapide et mon mari étant super travailleur et puis dans l'éthique professionnelle anglaise, c'est rendement, rendement, rendement. Du coup, il a appliqué ça pour se rendre compte très rapidement que ses collègues ne faisaient pas la même chose. Que c'était cool Raoul, détends-toi, prends ton temps, ça va, ce sera fini à temps, t'inquiète pas. Et au final, les patrons sont très contents. Il continue, donc il a eu son 3e CDD. Ils lui ont payé des formations mini-pelles et des trucs comme ça qui l'intéressent beaucoup. Et donc, ce sera certainement un CDI au mois de septembre. Il s'est très bien intégré à l'équipe. Son français s'est développé parce que forcément, il est obligé un minimum de parler en français avec ses collègues et il les entend constamment parler en français. Donc, tout se passe bien, il est ravi. L'autre jour, je lui demandais, est-ce que tu te verrais revenir chef d'entreprise comme tu faisais en Angleterre? Tu gérais ton entreprise en entreprise de paysagisme, jardinage. Il m'a dit honnêtement non, parce que là, je sais le travail qu'il y a à faire. Je suis payée la même chose tous les mois et j'ai pas à courir après les clients. Donc il y a une sécurité pour lui qu'il apprécie étant dans un pays qui ne parle pas sa langue naturelle. Est-ce qu'il parlait le français avant de venir en France ou finalement juste il t'entendait toi avec les enfants et pas plus? C'est ça. Il m'entendait avec les enfants, il comprenait les petits mots que j'utilise avec les enfants. Vas-y, sors, ferme ça, monte, va te coucher, brosse tes dents, la base, mais il ne le parlait pas. Tandis que maintenant, il peut avoir des conversations avec ma mère ou avec mes amis ou avec des clients. C'est pas du haut niveau non plus, mais il s'en sort, il se fait comprendre et surtout, il comprend les gens aussi. Les cours dont tu parles, parce que ça peut être intéressant pour s'il y a des personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu parles des cours de l'OFI? Oui, oui, c'est Lofi qui avait donné une adresse par rapport à ces cours-là, oui. Donc, en effet, peut-être je le reprécise pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Quand on vient en France sur le territoire et qu'on est étranger, on a le droit à des heures de formation à la langue française qui sont financées par l'OFI et en fonction en fait du niveau, on a droit à un nombre d'heures. Et là, comme toi, tu as expliqué, ton conjoint avait épuisé son nombre d'heures, mais quand des fois on arrive à tomber sur des gens qui sont sympas, quand ça se passe bien, bah là, ça a été le cas de ton conjoint, on arrive à continuer le financement, à avoir d'autres possibilités. Ça, c'est plutôt chouette. Que moi, je dis et je répète ça, mais en tant qu'étranger ou en tant que non francophone, venir travailler en France, il faut absolument parler un minimum le français. Sinon, la recherche d'emploi elle va être très compliquée. Les outils de recherche d'emploi, la plupart du temps, il faut qu'ils soient en français. Le processus de recrutement, très souvent, il faut qu'il soit en français aussi. Là, ça a été une exception dans votre Ouais. cas, donc c'est plutôt chouette. Et après, quand il s'agit de s'intégrer au sein d'une équipe qui ne parle pas l'anglais, bah, le français est vraiment important. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une situation où vous rentrez en tant que non francophone ou avec un conjoint qui est non francophone, dès que vous avez pris la décision de rentrer, l'axe de travail numéro un, c'est vraiment ça. C'est se mettre à parler le français, à se familiariser au français avec des écoutes en français, avec des applications qu'on utilise en français, avec des cours de français depuis l'étranger, parce que ça, c'est vraiment important pour assurer en fait son intégration, son arrivée en France, et aussi pour soutenir son conjoint qui lui est français, et comme toi, où c'est toi, tu as dû tout gérer finalement, parce que c'est toi qui parlais le français, et parce que c'est toi qui a dû tout gérer sur place, parce que ton conjoint, à l'arrivée, ne parlait pas le français. Et ça, je sais que dans certains changements de vie, dans certaines familles, bah, ça peut être un processus un peu lourd
finalement. J'y suis toujours, comme je te disais, au niveau de l'administration. Il faut savoir que quand on arrive en France et qu'on est étranger comme mon conjoint, il faut se présenter avec, selon l'OFII, à une visite médicale et qu'après, il y a aussi 3 journées d'intégration républicaine, si je me trompe pas, obligatoire. C'est-à-dire, si on ne va pas à ces journées d'intégration républicaine, on risque de ne pas recevoir un renouvellement de visa. Donc ça, c'est important. Après, ne pas s'inquiéter non plus. Ces journées-là sont longues, certes, mais il peut y avoir des traducteurs présents. Il faut juste en faire la demande. Et mon mari a trouvé ces journées intéressantes parce que ça lui a présenté le système français autant du point de vue immobilier que financier, que économique et ainsi de suite. Donc c'est une introduction générale à la France en fait. Donc il a appris des choses qu'il ne connaissait pas auparavant. Aussi la difficulté en administration, c'était pour moi le renouvellement de visa. On m'avait dit de m'y prendre 2 mois en avance. Donc son visa arrivait à expiration fin décembre 2023. Donc début novembre, j'ai tout envoyé le dossier. Janvier, on m'a demandé un complément d'information, ce que j'ai fait immédiatement. Et après, aucune nouvelle. Donc je les ai contactés au mois de mars. J'avais vu sur le site des étrangers qu'ils avaient mis une prolongation jusqu'au 1er avril. 2024. Je les contacte au mois de mars pour savoir où en est le dossier du visa. Pas de nouvelles. Je les recontacte début avril parce que la prolongation était terminée, donc on n'avait plus de prolongation, on n'avait plus de visa. Donc mon mari, techniquement, était illégal en France. On me répond qu'une prolongation sera redonnée autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention du titre. Je ne m'inquiète pas, sauf que fin avril, on n'a toujours pas de prolongation encore. Je les recontacte. On me répond la même chose exactement, qu'une prolongation sera redonnée autant de fois que nécessaire. Je les recontacte encore début mai pour leur dire là, on a un problème, on n'a pas de visa, on n'a toujours pas d'autres prolongations. J'ai pas l'impression que vous me comprenez. Mon mari est illégal. Si son patron lui demande un titre de séjour, il peut pas en fournir. Et on m'a répondu assez violemment en me disant que le bureau du ministère des étrangers n'a aucun moyen de contacter les visas. Et j'ai trouvé ça aberrant. Je dis comment est-ce que le ministère des étrangers peut pas contacter la section visa? J'ai trouvé, ça m'a fait très très peur pour t'avouer tout. Sur les conseils de mon chef d'établissement, j'ai contacté le préfet. Je lui ai exposé la situation. Je dis voilà, on a fait ci, on a fait ça. Mon mari a fait toutes les journées d'intégration républicaine. Il n'y a pas une faute de sa part depuis qu'il est venu. Il prend des cours de français, il travaille. Il y a aucun problème, mais on est dans cette situation où on arrive fin mai maintenant et puis on n'a toujours pas de visa. Sous une semaine, j'avais une réponse du préfet. Une prolongation a été donnée jusqu'à fin août et son visa, on a pu aller le chercher il y a 2 semaines sur Quimper. Mais il a fallu remuer ciel et terre pour obtenir une réponse de l'administration. Donc ça, Et c'est frustrant. quand vous avez fait la demande initiale de visa pour ton conjoint, c'était un visa d'1 an? Alors, initialement, c'était un visa d'1 an, voilà, qui avait été validé fin décembre 2022. Et là, il a été renouvelé pour 2 ans. Quand on s'est présenté à la préfecture, j'ai expliqué à la personne qui était là qu'on avait attendu très très longtemps et que son nouveau visa va jusqu'en 2026 et qu'il compte demander la naturalisation. Et la personne derrière m'a dit, commencez déjà le processus, il y a 4 ans d'attente pour une naturalisation. L'administration. C'est ça, c'est le bug en fait. En fait, tout ça, ça nous bloquait aussi parce que mon mari devait échanger son permis de conduire britannique pour un permis français, mais comme on n'avait pas de titre de séjour, c'était pas accepté. Donc maintenant, il y a tout qui se débloque. Là, je suis en train de faire les papiers pour le permis, ça va se débloquer. La seule chose que j'attends, moi personnellement maintenant, c'est la prise en compte de mes acquis professionnels. Ça, c'est toujours pas fait parce que j'ai 20 ans de carrière en Angleterre et l'État français prend en compte 60% des acquis à l'étranger. Sauf que pour le moment, c'est toujours pas validé. C'est passé au tribunal. On attend. Merci pour ton partage par rapport aux histoires de visa, parce que c'est aussi des sujets qui sont complexes. On a, en effet, et c'est le cas, on n'a aucune garantie à chaque fois par rapport au délai. Donc, il y a des délais qui sont évoqués pour les différentes procédures de visa, mais sauf qu'en fait, dans la réalité, comme vous l'avez vécu, on ne sait pas comment ça va se passer. Il peut y avoir des imprévus et ça a été le cas. Donc, super, toi, tu as bien fait le suivi, ça c'est vraiment important. Et après, tu as trouvé une solution. Mais je le mentionne parce que ça peut être intéressant pour toi ou pour toutes les personnes qui nous écoutent. Vous avez théoriquement dans chaque mairie, en tout cas dans les villes moyennes, je dirais,
un service médiation. Et le service médiation, il peut être intéressant parce que, par exemple, toi, dans ton cas, tu aurais pu le solliciter pour, en fait, être mis en contact avec un médiateur qui aurait pu essayer de dénouer cette situation avant d'arriver au préfet, tu vois. Et en fait, les médiateurs, ils sont en contact avec les institutions locales et ils sont chargés, en fait, de faire le relais en fonction des problématiques en fait qui peuvent se présenter comme celle-ci, celle que tu as eue. Et ça peut être une solution gratuite pour en tout cas faire avancer les choses. Donc sachez que ça existe et que ça peut être une solution. Mais idem, donc quand on est étranger et qu'on vient en France, donc il y a deux choses qui sont importantes. La première, je l'ai déjà mentionné, c'est l'aspect de la langue. Et le deuxième point, ce qui est important, c'est le visa. Le visa, il faut anticiper et il faut bien se renseigner à ce sujet parce qu'en effet, très souvent, on va venir en France, mais on veut pouvoir rentrer sur le territoire. Donc ça, c'est une chose, ok? Mais on veut surtout venir travailler en France. Parce qu'on sait que le travail, bah, ça nous permet d'avoir une place dans la société, ça nous permet d'être épanoui, ça nous permet aussi d'avoir notre argent. Ce que je dis souvent, c'est important que chacun ait sa place. Quand on est étranger, on a besoin de ce fameux visa. Donc, faites les démarches en avance, renseignez-vous bien, parce que en fait, la suite de votre aventure en France, elle va être liée à toutes ces démarches-là et toutes ces informations et ces renseignements que vous allez avoir en amont. Donc ça, c'est vraiment important. Merci pour ce partage-là, Valérie. Est-ce qu'on aborderait le point des enfants? Donc peut-être tu peux nous dire l'âge des enfants et comment s'est passée l'intégration des enfants et comment ils se sentent 1 an et demi après être rentrés. On avait toujours discuté avec les enfants d'un possible retour en France quand on était en Angleterre et on avait même fait une liste de pour et de contre à un moment donné avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Au final, la liste pour était prévalente par rapport à la liste court. Et histoire de faire rire tout le monde un petit peu, sur la liste de mon fils, en premier lieu, c'était manger des crêpes. Voilà la raison principale pour laquelle mon fils voulait rentrer en France, manger des crêpes. Et ça va, heureusement que vous rentrez dans la bonne région. Ouais, là, exactement. Ils ont commencé en janvier 2023. Ma fille, je me suis pas inquiétée, elle commençait le CP, donc elle était limite en avance par rapport aux autres parce qu'en Angleterre, elle avait déjà commencé à apprendre à lire. Certes en anglais, mais elle avait déjà commencé, tandis que là, il commençait tout juste à apprendre à lire en français. Donc, elle a pris le coup et puis ça s'est très bien passé. Elle a adoré sa maîtresse. Elle était dans une petite classe où ils étaient 20 élèves, comparé en Angleterre où ils étaient 35. La maîtresse s'occupait vraiment bien d'eux. Il y avait une autre petite fille qui avait commencé en même temps qu'elle. Donc, elles se sont mises ensemble au début et puis après, elles se sont séparées. Ma fille est très sociable, donc elle s'est fait des copines très rapides. Mon fils, je m'inquiétais un petit peu. C'était le CM1, donc il avait déjà loupé pas mal de choses au niveau français, y compris la conjugaison, y compris l'écriture à la française et ainsi de suite. Et il est timide. Donc j'avais peur qu'il ait du mal à se faire des amis. Il est devenu un petit peu renfermé au tout début. Puis il y a des gens qui se sont approchés de lui pour le comprendre et comprendre son histoire. Et maintenant, il s'est fait deux super copains qui voient très régulièrement. Ils vont au collège ensemble l'année prochaine. Tout s'est bien décoincé, tout s'est bien décalé. Finalement, c'est super. Maintenant, quand on leur reparle de l'Angleterre, parce qu'ils sont toujours en contact avec certains de leurs copains là-bas, je leur demande des fois, vous voulez retourner en Angleterre? Non, pas encore. Non, pas encore. Non. Donc ça va, ils sont contents. Ah, une chose qu'ils ont adoré aussi, c'est qu'il n'y avait pas école le mercredi matin. Ça coupait leur semaine en fait, ça leur a fait du bien. Et moi, ça me faisait du bien aussi parce que le mardi soir, c'est ma maman qui les récupérait à l'école. Ils passaient la nuit chez elle et moi, je les récupérais le mercredi après l'école. Et en fait, ils ont commencé à créer cette connexion avec leur grand-mère qu'avant, ils ne voyaient que 2 fois par an. Ils la voyaient l'hiver quand elle venait pour Noël en Angleterre et l'été quand nous, on venait ici. Puisque là, ils la voyaient régulièrement toutes les semaines et il y a une véritable connexion aux grand-mères, petits-enfants qui se crée petit à petit. Donc ça, c'est du bénéfice aussi, quoi. Je vais rebondir sur le sujet parce que tu sais, il y a plein de personnes que j'accompagne qui rentrent avec des enfants et qui ont une crainte de rentrer pendant l'année scolaire, tu sais, et pas Ok. au mois de septembre. Donc toi, en tant que maman et peut-être en tant que prof, quel serait ton avis là-dessus? Comment ça s'est... Enfin, pour tes enfants, ça a l'air de s'être bien passé, le fait de rentrer pendant l'année scolaire. Ouais, je sais pas s'il y a des choses que tu voudrais partager à ce sujet. J'ai eu de la chance dans le sens où l'école où ils sont rentrés, c'est une petite école. C'est vraiment à taille humaine. Et les professeurs, enfin non, les maîtres d'école, les instituteurs ont vraiment compris la situation et l'enjeu pour les enfants et les ont aidés au maximum. Donc de ce côté-là, je félicite le corps enseignant parce qu'il y a vraiment eu du soutien. J'avais un petit peu peur aussi, mes enfants sont métissés.
Et principalement, là où on habite, la population est blanche. Donc, j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et tout s'est tellement bien passé. Il y a eu aucun problème. Je crois que ça a été la dernière semaine où Ariane, ma fille, m'a fait la réflexion qu'il y a une petite fille qui voulait pas lui parler parce qu'elle était noire. Mais c'est la seule incidence qu'il y a eu de tout le temps, quoi. Donc, et puis mes enfants n'en font pas cas non plus. Il y a des gens qui pensent différemment. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Il y a des gens qui voient différemment, qui pensent différemment. Mais non, il n'y a pas eu de problème du tout. Aucun problème au niveau de commencer en milieu d'année ou quoi que ce soit. Parce que l'intégration se fait quand même, parce que il y a eu la coupure, de toute manière, il y a eu Noël et ainsi de suite. Donc non, ça a été sans douleur. Le retour pour les enfants, finalement, il a l'air de s'être très bien passé aussi. Ouais, 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 ça s'est très bien passé. Ils ont découvert plein de sports aussi différents qu'ils faisaient pas en Angleterre. Ils ont pris des cours de natation avec l'école, ce qu'on faisait pas en Angleterre. Ils ont fait de l'escalade, du tir à l'arc. Ils ont fait des sorties dans des forêts pendant une semaine. Ils ont adoré la variété d'activités qui étaient offertes. Les horaires, certes, au début, ils ont un petit peu de mal parce que c'est 8h45, 16h30. Mais en même temps, il y a plusieurs récrés comparé à l'Angleterre aussi. Et les instituteurs essayent de bien gérer l'emploi du temps pour qu'il y ait de la variété et que les élèves soient pas à bout de souffle non plus. Au niveau des devoirs, ils en font plus en France qu'en Angleterre. Mais c'est gérable. Tous les soirs, on a la petite routine avec eux. Ils n'ont pas trouvé ça choquant du fait qu'ils avaient leur mercredi, en fait. Ils ont trouvé ça plutôt agréable. Et là, mon fils va commencer le collège, donc il sait qu'il aura le mercredi matin à l'école. On va réarranger un petit peu la routine familiale, mais il s'inquiète pas, il va être avec ses copains. Bon, génial. Donc vous vous êtes installé en Bretagne. Toi, Oui. c'est dans cette région-là que tu as grandi. Comment ça s'est passé le retour dans cette région et comment toi tu te sens en Bretagne? Je me sens comme chez moi. Il n'y a pas eu de choc climatique, il n'y a pas eu de choc particulier. Pour moi, c'est chez moi. Ça a toujours été chez moi. C'est un retour aux sources. Et mon mari apprécie de découvrir tous les jours de nouveaux endroits. Parce qu'en Bretagne, c'est magnifique, toute la côte. On est à 30 minutes de voiture de plein d'endroits incroyables. Mon mari me signale aussi souvent que les sports publics, toutes les choses que l'État fait pour la France, qu'on s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est toujours oh, il manque ci, il manque ça. Mais comparé à l'Angleterre, quand on vient d'un système différent, où par exemple, il y a des nids de poules partout sur la route, et qu'ici, par chez nous, il n'y en a pas du tout, c'est réparé très rapidement. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France des parcs d'accès en accès gratuit avec des jeux pour les enfants. Les transports chez moi sont gratuits, donc les enfants peuvent prendre le bus gratuitement pour aller à droite à gauche dans toute la région de Morlaix. Il y a les comités aussi avec les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves qui font énormément pour les enfants, ce qui leur permet de partir en voyage scolaire à des coûts très moindres aussi. Les enfants ont découvert le système de la kermesse cette année qu'ils connaissaient pas aussi. Ils ont trouvé ça super chouette. Pas à se plaindre, la région est vraiment bien. Il fait jamais trop chaud, il fait jamais trop froid. Il y a plein de choses à proximité. Mais la France est un pays magnifique. Il y a tellement de choses à visiter, à voir en prenant la voiture, en prenant un train. Il y a énormément de choses à découvrir. C'est ça qui est fantastique aussi. Ça donne envie d'aller en Bretagne. J'avoue que moi, j'accompagne pas mal de personnes qui veulent s'installer en Bretagne. Des fois, on se rend pas compte, d'ailleurs, on se dit, je vais aller en Bretagne et tout va être simple, etc. Et en fait, tout le monde se confronte au sujet du logement en Bretagne, qui est une Oui, grosse problématique. Donc, grosse problématique, ouais. vous rentrez en Bretagne, attention quand même anticiper la partie logement parce que c'est pas la partie la plus simple, même si on dit qu'on rentre finalement dans une région où peut-être il y a peut-être un peu moins de monde, etc. Attention, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On a assisté ces quelques dernières années à énormément de personnes du sud de la France qui viennent habiter en Bretagne parce qu'ils ne supportent plus les fortes chaleurs, par exemple. On a eu aussi, après le Covid, beaucoup de personnes qui ont acheté des secondes résidences en Bretagne pour venir se ressourcer le week-end et ainsi de suite. Rien que dans mon quartier, déjà, j'ai deux familles parisiennes qui sont là régulièrement quand ils ont besoin de prendre un bol d'air. Donc le logement, oui, il n'y a pas beaucoup de logements à la location. On oublie les HLM parce qu'il y a des listes d'attente incroyables. Il y a encore des propriétés à l'achat. Ce n'est pas encore super cher, mais ça peut le devenir. Le problème aussi, c'est les Airbnb, que beaucoup de gens mettent leur logement comme ça. Aussi, quand on revient d'expatriation, le problème, ça peut être les banques qui ne veulent pas nécessairement prêter de l'argent aux expatriés.
ça peut être une difficulté. Il faut savoir aussi que beaucoup de gens qui sont enseignants en France avec le CAPES demandent des mutations en Bretagne. Mais il n'y a pas assez de postes pour tout le monde. Donc, la plupart des gens veulent venir en Bretagne pour enseigner. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe où on va rentrer, on va essayer de privilégier donc rentrer avec un emploi, ça c'est vraiment indispensable. On va essayer de privilégier un CDI. Et quand on rentre en couple, essayez au maximum d'avoir deux emplois parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous loger beaucoup plus facilement, peu importe où en France. Il y a quelque chose à retenir, ça c'est vraiment important. Tu sais, souvent dans les épisodes de podcast que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et puis tu sais, dans les accompagnements que je mène au quotidien, très souvent on parle de 6 mois à un an pour se remettre un petit peu, tu sais, de ce retour en France, pour prendre ses marques, etc. Est-ce que tu dirais pour toi, après 20 ans à l'étranger, que tu as vécu émotionnellement des périodes compliquées, des périodes de remise en question, des périodes où peut-être tu as été triste, où tu as dû faire de nombreux ajustements par rapport peut-être à, tu sais, la culture française que tu redécouvres? Alors, des moments compliqués, oui. On n'a jamais regretté notre décision de venir en France. Ça, c'est important que je le mentionne parce que j'entends beaucoup de personnes qui le disent. Nous, on n'a jamais regretté. Déjà, le fait que les enfants se soient super bien intégrés et qu'ils voient leur grand-mère régulièrement, c'est un facteur important pour nous au niveau de notre bien-être. Les moments les plus difficiles pour moi, comme tu l'as mentionné, mon conjoint ne parlant pas beaucoup français, c'est moi qui ai fait toutes les démarches pour l'achat de la maison, pour l'ouverture des comptes bancaires, pour l'inscription à Pôle emploi pour mon mari au début, pour les CV. Et il y avait énormément qui posaient sur moi, sur mes épaules. Et quand on a cherché un logement pour emménager et qu'on n'arrivait pas et qu'on se heurtait aux banques et le refus, même la courtière ne trouvait personne, là, je me suis sentie un peu désemparée parce que je me voyais pas rester chez ma mère pendant 5 ans. Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu les larmes et me dire mais c'est pas possible quoi. Comment ça se fait que avec un apport minimum aussi important qu'il n'y a pas une seule banque qui veut nous prêter des sous. Donc là, je me suis sentie un petit peu désemparée, j'ai eu un petit coup de mou et puis je me suis reprise de ce côté-là. Je suis assez battante et j'ai besoin de lâcher les vannes un petit peu et puis après je repars de plus belle. Donc ça, ce moment-là a été difficile. L'autre moment qui a été difficile, c'est quand mon mari a quitté le Royaume-Uni. Alors ça, c'est un peu... Je suis venue en avance, moi, pour que les enfants puissent visiter leur école avant de commencer en janvier. Donc moi, je suis arrivée le 18 décembre. Mon mari nous a rejoints le 22 décembre. Donc lui, il s'est occupé de finir les cartons de la maison, d'accueillir le camion de déménagement. Entre-temps, on était aussi en train de se trouver un véhicule français, on va dire. Donc, on était dans le stress. Est-ce qu'on va avoir le véhicule? Est-ce qu'on va pas avoir le véhicule? Ainsi de suite. Et lui, il a trouvé très difficile d'être seul en Angleterre et de devoir tout finir. À tel point qu'il a paniqué à un moment donné. Il a vu qu'il n'arrivait pas à tout gérer. Et, je lui ai envoyé mes copines qui étaient sur place pour lui donner un coup de main. Et moi, le vivre à distance, sachant qu'il était pas bien physiquement et mentalement, c'était pas évident pour moi. Ça, c'était un autre coup de mou. Le dernier coup de mou, c'était l'administration pour le visa de mon mari, où j'avais l'impression que je frappais pas aux bonnes portes et que je me heurtais à des murs. Alors qu'en Angleterre, ce genre de choses, ça va quand même beaucoup plus vite. Beaucoup de choses sont centralisées en Angleterre aussi, comparé à ici. Une chose importante aussi pour les Français qui vont revenir, il faut faire des photocopies de tout et garder des traces de tout. Parce qu'en administration, on va vous demander des copies de choses. On ne pense même pas qu'on en aura besoin un jour. Donc, il faut garder des traces et des copies de tout. Merci pour ces précisions. En effet, pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à le coup de mou, oui, par rapport au logement, etc., n'hésitez pas à me solliciter. Donc moi, j'ai pas la réponse sur tout, mais j'ai quand même tout un panel de partenaires autour de moi vers lequel moi je peux vous orienter qui peut aider à un moment ou un autre. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'ai mentionné l'histoire de, on ne connaît pas toujours, hein, mais l'histoire de, on peut contacter le médiateur. Donc, j'ai plein de ressources comme ça que je peux partager. Donc, il faut vraiment pas hésiter à m'écrire. Et puis après, moi, je peux vous aider en fonction de vos situations, même si c'est 3 mois après le retour. Eh ben, c'est pas grave. La communauté, elle existe pour l'avant, se préparer. Et puis, une fois qu'on est rentré, ben, on n'est pas seul. La communauté, elle est là aussi. Et moi aussi, toutes les personnes que j'accompagne, je suis là aussi. Voilà, bien après le retour. Donc, il faut vraiment pas hésiter à écrire. Et puis, on essaye de trouver
une réponse ou on essaye de trouver les bonnes ressources, on essaye de trouver les bons partenaires? Si je me souviens bien, tu m'avais conseillé une aide au niveau de l'immobilier. Et je les avais contactés, ils m'avaient demandé exactement qu'est-ce qu'il vous faut comme logement, donc on avait donné les détails et en fait, ils étaient revenus vers moi en me disant: «Malheureusement, on n'a rien pour vous». Donc sur ce coup-là, ça avait pas marché. Mais oui, il y a ça qu'on avait essayé de mettre en place et j'étais tellement désespérée à un moment donné que j'avais écrit à une émission de télé, sur la 6 qui passait pour, «Trouvez-moi un logement» ou un truc comme ça et qu'on m'avait répondu pour me dire que notre cas était intéressant et qu'il fallait qu'on décide d'une date de tournage. Bon, au final, entre-temps, on a réussi à débloquer la situation, donc ça s'est pas fait, mais je me suis tournée un petit peu vers tout pour avoir des solutions. Qu'est-ce que ce serait ta plus grande fierté de ce retour en France? Bonheur de mes enfants et le bonheur de ma maman, d'avoir sa fille à proximité, ses petits-enfants et voilà. Et puis les enfants, tout se passe tellement bien pour eux que là, je me dis, je regrette pas. On est bien installés dans notre maison. On n'est pas loin de la plage. On aurait voulu, on n'aurait pas réussi à faire aussi bien. C'est là que je reviens sur ma phrase de départ au niveau de l'intuition et que comme quoi des fois, il faut être patient parce que tout arrive au moment où c'est censé arriver. Et finalement, comment toi, tu te sens d'avoir retrouvé ta maman et de la voir régulièrement alors que tu l'as vue pendant 20 ans, 2 fois par an? Au départ, je pensais pas que ça m'affecterait autant. Et à partir du moment où, on a, emménagé dans notre maison, je la voyais plus tous les jours du coup, mais bon, elle est pas loin, elle est à 5 minutes. Donc on s'arrange des petits moments entre mère et fille pour, sortir, aller faire les courses, discuter des enfants et c'est des choses que je faisais avant avec elle au téléphone, mais pas aussi souvent. Mais, la présence personnelle de la personne, c'est vraiment important. Pour les enfants aussi, de connaître leur grand-mère, c'est super important. De savoir qu'ils établissent une connexion avec des personnes de leur famille et les enfants recherchent vachement ça. J'ai remarqué en ce moment, ils me parlent de leurs cousins et que où ils sont leurs cousins. En Angleterre, forcément, on n'évoquait pas ça, mais maintenant qu'on est en France, ils veulent connaître leur famille et leurs racines de mon côté. Donc c'est intéressant à ce point-là et la relation mère-fille, pas il y a pas de problème quoi, tout s'est bien passé. C'était comme si on avait repris là où on s'était arrêté il y a 20 ans. Et est-ce que toi, tu as été «soulagée» entre guillemets de retrouver ta maman qui était peut-être pas en très bonne santé comme tu l'as mentionné tout à l'heure, étant donné que tu es fille unique? Je te pose cette question parce que c'est une question qui est revenue, enfin c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans différents épisodes de podcast, où il y a certaines personnes qui ont pris la décision justement de rentrer parce qu'ils étaient enfants uniques et parce que, ils avaient ce besoin en fait de retrouver leurs parents et de s'assurer que tout va bien. Ouais, c'est une des grandes raisons pour laquelle on est rentré et mon mari, heureusement, l'a très bien compris. Maintenant, j'ai de la chance, tout va bien avec ma maman. Tout se remet en place petit à petit, sa santé est bonne et puis, elle garde la jeunesse avec les enfants qu'elle garde, 1 fois par semaine. Ça la force à bouger, à sortir alors qu'elle, elle était devenue très, très casanière et elle est un peu comme mon fils, elle est un peu timide. Des fois, elle a du mal à faire des rencontres et ainsi de suite, mais là, vu qu'on lui propose toujours de sortir avec nous, d'aller à droite, à gauche, ça la force à sortir chez elle et je trouve que ça lui a redonné une certaine énergie aussi. Le fait de passer du temps avec les enfants, de passer du temps avec nous, elle est sortie de cette solitude aussi. Donc je pense que c'est tout bénef pour tout le monde. Quelle relation tu gardes aujourd'hui avec ton pays d'accueil? Bah, parce que tu y as vécu longtemps quand même. Et est-ce que vous y êtes retourné depuis que vous êtes installé en France ou pas encore? Est-ce que vous avez un projet d'y aller? Alors d'un point de vue pratique, on a encore des cartons chez certains amis. Donc on va y retourner, ne serait-ce que pour récupérer les cartons et voir les amis. Je suis toujours en contact avec mes amis d'Angleterre. J'en ai d'autres qui commencent à s'expatrier petit à petit aussi. Pas nécessairement tous en France, mais on garde le contact avec les gens. Comment je me sens par rapport à l'Angleterre aujourd'hui? Je me sens bien d'être partie et je me sens pas prête à y retourner. Je vois la situation actuelle là-bas, c'est pas pour moi maintenant. Dans les médias, c'est pas pour moi. Je n'exclus pas qu'on y retourne un jour ou que mes enfants veuillent y aller un jour. Ils ont la double nationalité, donc ils pourraient très bien faire le choix d'y aller. Mais pour nous, en ce moment, en tant que famille, c'est pas l'endroit où je veux aller, ni pour mon mari d'ailleurs. On est attaché à certains aspects de l'Angleterre, comme par exemple les magasins qui sont ouverts le dimanche, les restaurants qui sont ouverts en non-stop, les supermarchés pareil, qui sont souvent ouverts le dimanche. Ça, c'est mon mari a eu du mal à s'habituer au dimanche en France où tout est fermé. C'est mais il y a personne dans les rues. Bah non, c'est dimanche, c'est le jour du repos pour tout le monde.
Et puis, on peut pas passer la tondeuse le dimanche. Et c'est des petits trucs comme ça qu'il a eu du mal au début. Et au final, on s'y fait au bout d'un moment. Donc, si un jour on retourne en Angleterre, ça va nous faire bizarre aussi. Au niveau financier, les vêtements en Angleterre sont toujours moins chers qu'en France. Donc faites le plein si jamais vous venez. Certains produits médicaux sont toujours moins chers en Angleterre qu'en France aussi. Je pense par exemple, moi j'ai des problèmes de dos, donc des patchs chauffants qu'on peut trouver dans les magasins tout à une livre. Faites le stock aussi. La nourriture est un peu moins chère en Angleterre qu'en France aussi. Par contre, tout ce qui est les factures d'eau, d'électricité, ça reste plus cher en Angleterre, les logements restent plus chers en Angleterre, même à la location. Ça s'équilibre, on va dire. On va dire qu'en France aussi, les salaires vont avec le coût de la vie ou de là où on habite. Donc c'est vrai, je gagne pas des montants astronomiques comme je faisais en Angleterre, mais au final, en Angleterre, j'avais du mal à boucler les fins de mois. Ici, on vit confortablement, même si j'ai pas un salaire mirobolant, parce que pour le moment, ils n'ont pas pris mon ancienneté de toute manière. Mais on a un tout petit prêt immobilier. On est bien, en fait. C'est le bien-être qui compte pour nous. C'est ça. On n'est pas en train de courir après l'argent. On vit comme on peut, comme on veut, tranquillement mais sûrement. On a un toit au-dessus de notre tête. On a à manger dans le frigo et des vêtements. Tout va bien. Et la famille à proximité. Une question pour terminer, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est en train de préparer son retour en France ou qui a envie de rentrer ou qui se questionne à ce sujet, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? De faire le pour et le contre, certainement, comme on l'a fait nous, avec les enfants aussi. Si la personne est seule, ben, elle est seule. Sinon, il faut consulter tout le monde et de bien préparer son retour au maximum. D'anticiper pour le logement. Donc, c'est préférable d'avoir un endroit où on peut arriver dès le départ. L'Airbnb, ça peut être une solution. Ça devient cher à la longue. Si jamais vous avez un membre de la famille qui pourrait vous héberger temporairement, c'est l'idéal. Commencez à mettre un plan en action. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Et ne rien lâcher. Ça, c'est super important. On peut se sentir découragé des fois, mais il faut ne rien lâcher et repartir de l'avant. Au bout d'un moment, le système va faire que les choses vont s'améliorer petit à petit. Mais il faut rien lâcher. Merci beaucoup Valérie. Moi, je dirais peut-être pour rebondir sur tout ce qui a été partagé dans cette heure ensemble, peut-être suivre son intuition aussi. Oui, tout à fait, oui. Suivre son intuition, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage, pour tes conseils. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis pour tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce, pour ceux qui ont besoin d'aide dans la recherche d'emploi, dans la préparation du retour, dans la recherche de logement, dans la mise en place de cette nouvelle vie vers la France, je serai ravie de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me solliciter. Le premier rendez-vous est gratuit. Et je serais ravie d'en discuter avec vous. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Peut-être ne pas toujours suivre les méthodes conventionnelles pour trouver du travail, parce que moi, c'est pas Pôle emploi qui a trouvé du travail. J'ai trouvé du travail par Facebook. Une maman d'élève qui avait mis que l'école du Nivonne n'avait plus de prof d'anglais depuis 3 mois. Et j'ai passé un coup de fil à l'école pour savoir si c'était le cas. Et s'il y avait une opportunité pour moi, on m'a invité le vendredi à un entretien. Tout s'est bien passé, j'ai commencé le lundi. Très bien. Bah, félicitations pour tout ça, que ce soit pour toi, pour ton conjoint, pour l'installation, pour le projet qui est réussi. Et puis, merci beaucoup pour tes conseils et ton partage. Merci Magali. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!